80 ans ces jours-ci, se tenait à Munich une conférence d'une importance considérable. Elle allait aboutir à l'annexion par l'Allemagne de la région allemande des Sudètes et à un recul des démocraties occidentales, France et Angleterre, qui soutenaient jusque-là sur cette question la Tchécoslovaquie. L'affaire a pris d'autant plus d'importance après la Seconde Guerre mondiale et l'épithète munichois s'est chargé évidemment d'une dose considérable de rejet puisque on avait le sentiment que ce recul par rapport à Hitler n'avait fait qu'encourager ses initiatives ultérieures. Cela dit, il est intéressant, aujourd'hui, 80 ans après, d'opérer une relecture de l'événement et une relecture des interprétations qui en furent données à l'époque. Alors, on le sait, Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933, il s'est solidement installé au pouvoir et à partir de 1935, il a entrepris de remettre en cause les clauses militaires du traité de Versailles. 1935, c'est le réarmement allemand. Les vainqueurs de 1919 s'indignent. La conférence de Stresa annonce que l'on va voir ce qu'on va voir. En réalité, on ne voit rien du tout. Et même en juin 1935, les Anglais font cavalier seul pour signer un accord naval qui cautionne le réarmement allemand dans le domaine naval. Ensuite, en mars 1936, c'est la remilitarisation de la Rhénanie. Hitler prend prétexte de la conclusion du pacte franco-soviétique pour remilitariser la rive gauche du Rhin. Pas de réaction française, encore moins de réaction anglaise. Alors, Hitler, qui a ainsi enterré les clauses militaires de Versailles, peut passer dans un second temps à la remise en question des clauses territoriales de Versailles. Il dispose maintenant de l'outil militaire qui peut lui permettre de jouer cette nouvelle étape de la remontée en puissance allemande. En mars 1938, c'est l'Anschluss, c'est le rattachement de l'Autriche au Reich. La Grande-Bretagne n'y voit aucun inconvénient. En France, la seule conséquence, c'est la chute du gouvernement Schotan, une tentative avortée d'un gouvernement Blum, et puis l'installation aux affaires d'Édouard Daladier. Donc, simple crise ministérielle. Et plutôt que d'avoir Paul Boncourt aux affaires étrangères, Daladier va prendre Georges Bonnet. Georges Bonnet qui est un homme extrêmement prudent et qui se méfie beaucoup de l'Angleterre, qui pense que c'est un allié sur lequel on ne peut pas vraiment compter, qui se méfie aussi beaucoup de la duplicité de Staline et qui donc n'est pas prêt à s'embarquer dans une confrontation majeure avec l'Allemagne. De son côté, Hitler prépare la suite. Il présente dès le mois d'avril 1938, juste après l'Anschluss, un plan à son état-major pour passer à l'étape suivante, à savoir la récupération des Allemands des Sudètes et peut-être plus si la Tchécoslovaquie se montre trop réticente. Il faut dire que cette Tchécoslovaquie, née en 1919, elle additionne un nombre de problèmes considérable. D'abord, les Tchèques et les Slovaques ne s'entendent pas véritablement. C'est l'élément tchèque qui domine l'ensemble, les 7 millions de Tchèques par rapport aux 2 300 000 Slovaques. Il faut compter aussi une minorité allemande de 3,5 millions d'habitants dans la région des Sudètes. Il faut compter avec une minorité hongroise au sud de la Slovaquie et avec une minorité polonaise, même dans la zone de Teschen. Ça faisait beaucoup, mais les Alliés avaient absolument voulu cette Tchécoslovaquie, surtout la France, parce que la France avait besoin, ayant perdu l'alliance russe d'avant 14, avait besoin d'une alliance de revers contre une Allemagne toujours suspecte de vouloir se redresser et tenir le quadrilatère de Bohême. Bismarck disait déjà qui tient la Bohême tient l'Europe. Eh bien, c'était un enjeu majeur, d'où cette configuration tchécoslovaque pour le moins incertaine, mais avec
avec des problèmes à venir, hein, puisque un jour ou l'autre, l'Allemagne risquait de venir remettre en cause cette situation en invoquant tout simplement le principe des nationalités, le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui avait été invoqué lors de la signature des traités. Dès 1933, le Front patriotique des Allemands des Sudètes, qui va devenir rapidement le Parti allemand des Sudètes, réclame son autonomie. Il obtient 2/3 des voix aux élections de 1935 dans la région des Sudètes. Il réclame son autonomie, il réclame l'égalité avec les Tchèques en matière d'administration et sur le plan linguistique. Et évidemment, ces revendications sont relancées par la réalisation de l'Anschluss qui a vu l'Autriche voisine se rattacher au Reich. Daladier, qui est arrivé au pouvoir en France en avril 1938, donc est inquiet, mais annonce qu'il entend respecter les engagements internationaux de la France. Bonnet aux affaires étrangères, je l'ai dit, lui est beaucoup plus réservé, et les contacts pris avec les Anglais les 27-28 avril le confirment dans cette attitude. En plus, la situation se détériore rapidement. Des gardes-frontières tchèques abattent des Allemands, des Sudètes qui voulaient franchir la frontière pour gagner le Reich. Il y a une mobilisation partielle en Tchécoslovaquie, des mouvements de troupes allemandes inquiétants aux frontières. Konrad Henlein, le chef du parti allemand des Sudètes, est à Berchtesgaden à ce moment-là, et il va d'ailleurs y rester, ce qui est encore plus inquiétant pour la suite. Et en mai 38, des élections municipales donnent au parti de Heinlein, dans la région concernée, 90% des voix. Alors là, ce dernier réclame un plébiscite et menace de faire appel au Reich, le peuple frère évidemment des Allemands des Sudètes. Les Alliés face à cela sont divisés. L'Anglais Neville Chamberlain ne veut pas embarquer l'Angleterre dans une crise pour un pays d'Europe centrale qui ne présente pour elle qu'un intérêt secondaire, à la différence de la France, et il va expédier à Prague une mission d'études confiée à Lord Runciman. La France est divisée, la droite de l'Action française par exemple est pour le maintien de la paix car elle craint qu'une guerre ne profite à Staline. En revanche, des hommes de droite comme Henri de Caylus ou André Tardieu sont partisans de la fermeté. La gauche soutient la Tchécoslovaquie, la gauche qui craint de voir l'Espagne en pleine guerre civile basculer dans le camp de Franco. Le Parti communiste a des consignes de Moscou pour soutenir la cause tchécoslovaque, alors que quelques années auparavant, Moscou considérait cet État comme une création des puissances capitalistes occidentales. La SFIO est partagée, Léon Blum est pour un ferme soutien à la Tchécoslovaquie par antinazisme. À l'inverse, les pacifistes réunis autour de Paul Faure, eux, sont beaucoup plus réservés. Quant à l'opinion publique, autant qu'on puisse le penser, elle ne souhaite pas une guerre qui renouerait avec les carnaves de 1914 et elle aspire surtout à partir en vacances, à profiter pour la troisième fois des fameux congés payés octroyés en 1936. Les choses se compliquent quand Chamberlain prend connaissance du rapport de Lord Runciman. Il souhaite à partir de là que l'on arrive à un compromis. Lord Halifax du Foreign Office est sur la même ligne et demande à l'ambassadeur britannique à Prague, Basil Newton, de conseiller au gouvernement tchèque la modération, de chercher un compromis avec Hitler, alors que l'ambassadeur Anderson à Berlin annonce au Foreign Office que ce serait suicidaire que de vouloir faire une guerre pour cette question avec l'Allemagne. Alors, on attend, l'été se passe, on attend le congrès de Nuremberg, la grande réunion annuelle du parti nazi, au cours duquel Hitler doit prendre la parole, c'est ce qu'il fait. Bien sûr, il dénonce la situation intolérable qui est faite aux Allemands des Sudètes, mais il laisse la porte ouverte à un compromis, à une négociation, on ne fixe pas d'ultimatum. Or, l'agitation en pays sudète fait qu'à peu près au même moment, le gouvernement tchèque proclame la loi
martiale dans les régions concernées. Alors là, les choses commencent à s'aggraver. Du coup, Chamberlain, le 15 septembre, se rend à Berchtesgaden pour rencontrer Hitler, à un moment où tout l'état-major du parti allemand des Sudètes est déjà passé en Allemagne. Donc on voit que la situation est devenue grave. Chamberlain quitte Berchtesgaden plutôt optimiste. Il a trouvé Hitler plutôt coopératif et disposé à accepter un compromis. Le 18 septembre, il présente à Daladier et à Georges Bonnet les conclusions qu'il tire de ce voyage en Allemagne. Les Français sont hostiles au principe d'un plébiscite parce qu'il pourrait en aller de même dans d'autres pays, y compris en Tchécoslovaquie pour certaines minorités. Ils sont prêts à accepter que les territoires peuplés de plus de 50% d'Allemands soient cédés au Reich. Mais ils exigent qu'il y ait des garanties britanniques pour le maintien ultérieurement des nouvelles frontières tchécoslovaques. Alors il faut imposer la solution au président tchèque Beneš et à son premier ministre Hoxha. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que ils sont obligés de céder devant le lâchage franco-anglais. Apparemment, les choses semblent s'arranger, mais lors d'un second voyage de Chamberlain en Allemagne, à Bad Godesberg, le 22 septembre, près de Bonn, eh bien là, Hitler pose des exigences supplémentaires. Il veut que l'évacuation des Tchèques quittant les territoires allemands soit réalisée pour le 1er octobre. Il veut même de nouveau un plébiscite, pose des conditions draconiennes quant aux capacités pour les Tchèques qui choisiront l'exil de partir avec leurs biens. Du coup, Chamberlain va quitter Bad Godesberg en étant extrêmement inquiet. D'autant que le 25 septembre, la France rejette le mémorandum allemand qui a été présenté à cette occasion. Beneš, quant à lui, explique à l'ambassadeur français Lacroix que la Tchécoslovaquie n'est pas disposée à accepter tout cela et qu'elle est prête même à faire la guerre. C'est ce que dit également Jan Masaryk, envoyé à Londres au même moment, même si elle doit la faire seule. La situation se tend donc le 24 septembre, mobilisation partielle en France, 1 million de réservistes sont rappelés sous les drapeaux, mais l'opinion est divisée. Pierre-Étienne Flandin, responsable de l'Alliance démocratique, l'un des grands groupes parlementaires de droite, fait placarder un appel contre la guerre. Le 25, Daladier déclare à Chamberlain que la France respectera ses engagements vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. Du coup, Chamberlain demande une nouvelle rencontre à Hitler. On arrive au 26 septembre, la tension est maximale, d'autant que dans un discours présenté au Palais des Sports de Berlin, eh bien, Hitler s'est fait encore plus menaçant. Alors il va recevoir ensuite la visite de l'anglais Horace Wilson et de l'ambassadeur Anderson qui vont lui présenter la lettre de Chamberlain demandant une nouvelle rencontre. Hitler est furieux, répond par un ultimatum fixé au 28 septembre pour en finir. Wilson, à ce moment-là, va affirmer que la Grande-Bretagne soutiendra la France dans ces conditions. Hitler reçoit des lettres du roi de Suède et du président américain Roosevelt pour l'inciter au compromis. Alors il répond en affirmant qu'il n'entend pas démembrer l'État tchécoslovaque, qu'il est prêt même à garantir ses frontières. On est là dans une zone un petit peu incertaine, là, quelques jours particulièrement tendus. On ne sait pas comment la situation va finalement tourner. Le 28 septembre, André-François Poncet, l'ambassadeur français à Berlin, précise à ses interlocuteurs allemands quels sont les
des annexions susceptibles d'être acceptées par la France, mais on le voit, tout peut basculer d'un moment à l'autre. C'est à ce moment que l'ambassadeur italien à Tolico va venir présenter une proposition de Mussolini de réunir une conférence internationale entre les quatre grands, France, Angleterre, Italie, Allemagne, l'Italie proposant ainsi sa médiation pour sortir de cette crise. Et la conférence est prévue pour le lendemain, 29 septembre, à Munich. Le 29 septembre à midi, les quatre chefs de gouvernement, Hitler, Mussolini, Daladier et Neville Chamberlain, accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères, il y a là Ribbentrop, il y a là Bonnet, il y a là Horace Wilson, il y a aussi le secrétaire du Quai d'Orsay, Alexis Saint-Léger-Léger, plus connu sous son nom de poète de Saint-John-Perse, qui milite lui aussi, comme son patron Georges Bonnet, en faveur de la paix. Il y a aussi le comte Ciano, qui est le ministre des Affaires étrangères de Mussolini. Eh bien, tout ce petit monde se réunit pour trouver une solution. Les Tchèques, qui sont quand même les principaux intéressés, sont tenus à l'écart de la conférence. On obtient qu'ils soient réunis dans une pièce voisine en attendant qu'on vienne leur présenter les résultats des négociations. L'affaire n'est pas encore véritablement réglée parce que des problèmes d'indemnisation des Tchèques qui quitteront la région des Sudètes demeurent posés. On va discuter toute la soirée et même pendant le début de la nuit. Et finalement, le 30 septembre à 1h du matin, eh bien, on va signer l'accord qui va sauver la paix et qui marque un succès incontestable de Hitler puisque le territoire des Allemands des Sudètes va être rattaché au Reich. Hitler précise que c'est sa dernière revendication en Europe pour rassurer ses interlocuteurs. Daladier rentre à Paris l'après-midi, on connaît l'épisode, il atterrit au Bourget, une foule immense l'attend, il est persuadé qu'elle est là pour lui reprocher sa faiblesse. En réalité, elle est là pour l'acclamer parce qu'il apparaît comme le sauveur de la paix. Alors il a eu vis-à-vis de cette foule, on le sait, des mots assez crus parce qu'il n'est pas dupe de la situation, à la différence de Neville Chamberlain, qui rentre à Londres et qui, devant le 10 Downing Street, brandit l'accord conclu à Munich en expliquant que l'on a sauvé la paix pour une génération. Et lui, a priori, croit à la bonne volonté et à la sincérité de Hitler. Prague est obligé de s'incliner, le gouvernement tchèque va être obligé d'avaler la couleuvre, et les choses ne sont pas terminées pour lui, puisque le colonel Beck, qui dirige à ce moment-là les destinées de la Pologne, va présenter un ultimatum au gouvernement de Prague pour que la Pologne récupère la région de Teschen, une région située en Silésie, peuplée en partie de Polonais, qui va être arrachée ainsi à la malheureuse Tchécoslovaquie. Quelque temps après, la Hongrie s'y mettra également pour récupérer une minorité hongroise en Slovaquie. En attendant, le 1er octobre, l'armée allemande entre dans le territoire des Sudètes. La Tchécoslovaquie, dans cette affaire, va perdre 28 600 km² et 3 600 000 habitants au profit de l'Allemagne. Au profit de la Pologne, elle perd 700 km² et 230 000 habitants, dont la moitié d'ailleurs sont des Tchèques. Et puis, en attendant que, encore une fois, la Hongrie s'empare d'une partie de la Slovaquie. Les accords de Munich sont ratifiés à Londres et à Paris, où on pousse généralement un soupir de soulagement, à signaler qu'à Londres, Winston Churchill et Anthony Eden ferraillent contre la ratification des accords, parce qu'ils dénoncent la faiblesse des démocraties. En France, l'opinion est divisée, comme nous l'avions dit, et ce n'est pas une division classique droite-gauche, c'est dans tous les partis, en fait, on voit apparaître des clivages à propos de cette question de Munich. La droite est divisée, mais la gauche aussi. Je l'ai dit, les communistes étaient à fond pour la fermeté, ils étaient devenus des bellicistes farouches. À l'inverse, toute une partie des socialistes de la SFIO étaient résolument pacifistes.
Au bout du compte, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la France, de fait, se retrouvait isolée dans cette affaire parce que la gouvernante anglaise, c'est ainsi qu'on a désigné l'Angleterre durant cette période, refusait de s'engager comme elle avait refusé de s'engager au moment de la remilitarisation de la Rhénanie en 1936. Et la France seule n'était pas prête à affronter l'Allemagne. Elle sera davantage prête à le faire en 1939, après que les efforts de réarmement engagés par Daladier auront commencé par porter leurs fruits. En tout cas, la paix garantie pour une génération à laquelle rêvait Chamberlain, eh bien, elle ne durera pas aussi longtemps, bien sûr, puisqu'on le sait, moins d'un an plus tard, le 1er septembre 1939, l'attaque allemande contre la Pologne déclenchait une guerre européenne qui allait bientôt devenir la Seconde Guerre mondiale. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour la seconde fois, Jean-François Chemin, avec qui nous allons parler de son dernier ouvrage, Bellum Justum, aux origines occidentales de la guerre juste. Un ouvrage paru aux éditions Apopsyx. Alors, Jean-François Chemin, c'est un spécialiste d'histoire romaine, nous y reviendrons dans un instant, mais il est surtout connu pour un parcours pour le moins original, puisque après avoir entamé une carrière dans le monde des affaires, eh bien, il a fait le choix de se retrouver dans l'éducation nationale. Il a passé l'agrégation à l'histoire, et tout cela pour aller enseigner dans un collège de la banlieue lyonnaise, ce qui, on en conviendra, est une expérience un petit peu originale. Expérience qu'il a conduite d'ailleurs avec un certain succès. Il s'est penché à partir de là sur un certain nombre de questions. D'ailleurs, nous a donné quelques ouvrages concernant la laïcité, et il y a peu un petit manuel des valeurs et repères de la France, un ouvrage publié en collaboration avec Dimitri Casali, publié aux éditions du Rocher. Il s'inscrit donc dans cette volonté, dans cette entreprise qui consiste à redonner aux petits Français, quelles que soient d'ailleurs leurs origines géographiques et ethniques, une certaine conscience historique, une certaine mémoire, et c'est évidemment une entreprise qui nous apparaît aujourd'hui tout à fait prioritaire et qu'il convient d'encourager. Alors, il n'en reste pas moins que son domaine de spécialité sur le plan académique, c'est l'histoire romaine. Il nous a déjà donné des ouvrages consacré à l'économie du monde romain, notamment à l'époque de la République. Et là, eh bien, c'est sur un domaine nouveau qu'il s'est penché, la guerre, puisqu'il s'agit d'éclairer ce qu'était la conception romaine de la guerre juste et d'établir ensuite les continuités qui peuvent intervenir entre cette vision romaine des choses, la vision chrétienne qui a suivi et qui a commandé ultérieurement la vision de la guerre juste qui a pu s'imposer en Occident. Alors, vous êtes là dans un domaine qui est celui du temps long, c'est dire tout l'intérêt de votre ouvrage, qui repose sur un fond d'érudition sans faille, mais qui nous permet de réfléchir, encore une fois, dans la longue durée, à un certain nombre de questions qui nous interpelle directement dans l'actualité d'aujourd'hui, à un moment où la guerre, sous des formes peut-être inédites d'ailleurs, revient au premier plan et suscite un certain nombre d'inquiétudes. Alors, ce qui m'a paru très intéressant également sur ce sujet romain, c'est qu'en matière de guerre romaine, je dirais, nous étions jusque-là servis, notamment avec les travaux de notre ami Yann Le Bohec, depuis sa 3e légion d'Afrique, qui fut l'objet de sa thèse, jusqu'aux ouvrages qu'il a publiés, notamment aux éditions Picard, sur l'armée romaine et son évolution
contributions à différentes époques de l'histoire impériale. Alors, avec Jan Leboeck, nous savons tout sur la tactique, sur la vie quotidienne du soldat, sur les uniformes, l'armement. Vous apportez, vous, une dimension supplémentaire, je dirais une dimension au niveau de l'idéologie, au niveau de l'imaginaire, qui m'apparaît particulièrement précieuse. Et pour cela, eh bien, vous avez mis en œuvre une méthode également tout à fait originale, puisque vous vous êtes penché sur la manière dont les Romains, et à travers les auteurs que nous connaissons, voyaient, concevaient la guerre, ce qui vous a permis de dégager un certain nombre d'éléments sur lesquels nous allons nous pencher davantage. Alors il y a un auteur romain, évidemment, auquel on pense immédiatement, c'est Tite-Live, hein, qui nous a permis de connaître l'histoire légendaire de Rome, bien sûr, et puis ensuite l'histoire des débuts de la République. Et que nous dit Tite-Live, justement, sur cette conception de la guerre qui était celle des Romains? Alors effectivement, vous avez raison, Tite-Live a été un des matériaux, une des sources principales que j'ai utilisées, à travers donc les 35 tomes qui restent de son histoire romaine. Alors il dit beaucoup de choses. Parce que vous avez parlé de temps long tout à l'heure, la conception romaine de la guerre juste a évolué avec le temps, sans d'ailleurs rien abandonner de ce qui était auparavant. C'est-à-dire que les Romains n'éliminaient jamais, ils entassaient, c'était des collectionneurs en quelque sorte. Donc j'ai fait un petit peu d'archéologie juridique en essayant de dégager les différentes couches. Donc Tite-Live travaillait sur des sources, hein, notamment sur les analystes, qui étaient des auteurs qui, année après année, écrivaient ce qui s'était passé. Donc il a un matériau assez fiable, et on voit une évolution à travers ses livres dans la conception de la guerre juste, qui part d'origine vraiment immémoriale. J'ai vraiment montré que dans les rituels de déclaration de guerre tels que les décrit Tite-Live, il y a des parties qui remontent quasiment à la préhistoire, avec notamment l'usage du silex. On est dans un cadre quasiment chamanique, hein, voilà. Et puis, on voit cette guerre juste évoluer, on passe du caractère magique, une guerre est juste pour des raisons magiques. Oui, ça c'est une partie de votre analyse qui paraît tout à fait étonnante et innovante. C'est cette dimension magique. Et qui va rester jusqu'au bout. Qui était celle de la guerre. Absolument. Et magique qui produit un effet, c'est pas abracadabra, mais presque, c'est que la guerre est victorieuse. Et la guerre est victorieuse pour des raisons magiques. Bon. Ça correspond à des rites, à des pratiques particulières. Qui vont mettre en œuvre des processus magiques, c'est-à-dire d'action sur des forces. Il ne s'agit pas encore de Dieu. Hein. L'aspect religieux apparaîtra dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, il s'agit d'agir sur des forces selon un processus complètement chamanique, avec des prêtres qu'on appelle les prêtres officiaux, qui entrent dans de véritables transes, puisque ils déclarent la guerre en récitant un certain nombre de textes incantatoires en quelque sorte. Hein, et puis donc il jette un javelot ensanglanté sur le territoire ennemi, ce qui est censé apporter une malédiction. Hein, Alors ça c'est un point que j'ai particulièrement retenu, parce que nous avons un ami spécialiste de l'ancienne Germanie et du monde scandinave ancien, et ce rituel du javelot, on le trouve également chez les anciens germains, ce qui nous renvoie à cette espèce de communauté de représentation, de mythes, qu'a si bien analysé Georges Dumézil dans ses travaux sur les Indo-Européens, et notamment dans le chapitre romain de ses recherches à travers Jupiter Mars Quirinus, la religion romaine archaïque notamment.
avec également, vous l'avez parfaitement raison, des phénomènes qu'on retrouve dans les rites germaniques ou scandinaves. Par exemple, le phénomène d'ensauvagement du guerrier. C'est-à-dire que lorsque la guerre est juste, c'est-à-dire lorsqu'elle a été rituellement déclarée avec les bonnes formules, les bons gestes, etc., donc quelque part les forces invisibles sont liées par cet enchaînement, eh bien le guerrier romain se transforme. Et il se transforme par un phénomène, de manière simplifiée, on pourrait dire, de loup-garou, de lycanthropie. Il y a des descriptions qui montrent le guerrier avoir des yeux exorbités qui se mettent à lancer des éclairs, la bave qui se met à lui couler de la bouche, et il devient d'une apparence absolument terrible. Donc c'est le phénomène de fureur, la fureur, que décrivent les spectateurs, qui va produire un effet magique inverse chez le peuple adverse, qui est la torpeur. La torpeur, le guerrier adverse est paralysé, il se laisse massacrer tétanisé sans bouger, ou bien power, la peur, et il s'enfuit. Et donc cette question, j'en ai parlé par exemple avec un officier qui avait fait sa thèse sur les guerriers chiens en Scandinavie, et c'est exactement le même phénomène d'ensauvagement. Le colonel Sanson. Absolument. Le colonel Sanson, pour ne pas le nommer. Pour ces berserkir scandinaves, ces guerriers fauves qui se transforment aussi en ours, des guerriers ours. On trouve là donc un fond culturel et religieux qui est commun et qui est effectivement d'origine très, très lointaine, préhistorique ou proto-historique. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si certains légionnaires romains sont représentés revêtus d'une peau de loup. C'est ça. Voilà. Donc, et alors, cette dimension magique, c'est un petit peu, je veux dire, votre première approche. Tout à fait. Vous avez réuni tous les éléments qui permettent d'éclairer cette piste-là, mais ensuite vous vous penchez davantage sur la dimension purement religieuse. Oui. Alors, il n'y a pas un moment où on passe dans l'histoire d'une dimension magique à une dimension religieuse. Il n'y a pas une date. Ça s'enchevêtre, ça se superpose progressivement. Mais ce qui est clair, c'est que dans le rituel de déclaration de guerre magique, il y a une démarche par laquelle le prêtre qui vient déclarer la guerre vient réclamer ce qui a été volé à Rome. C'est une guerre, la guerre juste, c'est une guerre qui est faite pour récupérer quelque chose. Alors récupérer du bétail qui a été volé, ou récupérer des produits agricoles, récupérer des femmes, ou bien ensuite venger des commerçants qui ont été assassinés, des ambassadeurs qui ont été agressés. Donc le rituel va très vite impliquer la prise à témoin des dieux, et notamment de Jupiter. Donc le rituel fétial implique l'interpellation, principalement de Jupiter, accessoirement de Janus et Quirinus qui est donc le dieu de la paix armée, et Janus qui est un dieu très, très, très primitif, qui est le dieu qui regarde notamment des deux côtés de la frontière. Bon, voilà. Donc on va invoquer Jupiter et on va le prendre à témoin. Et à ce moment-là, c'est Jupiter, en tant que gardien du droit, celui qui, dans le ciel, voit tout, et notamment qui voit les serments, et qui donc voit le parjure, et le punit par la foudre. Donc, c'est Jupiter qui va être pris à témoin de la juste cause, justa causa, invoquée par le prêtre, et donc c'est lui qui va être supposé donner la victoire à Rome et punir le méchant. Sachant que Jupiter a un rôle très particulier, d'abord c'est un dieu dit commun à tous, donc qui est connu de tous les peuples italiques. Et pendant les 4 premiers siècles de son histoire, Rome a surtout affaire au peuple italique. C'est simplement à partir de la première guerre punique qu'elle va commencer à passer en dehors de l'Italie. Bien. Donc tous les peuples italiques connaissent Jupiter. C'est donc prêter serment en invoquant Jupiter, c'est donc faire quelque chose qui parle à tout le monde. Voilà. Mais pour les Romains, très tôt, et on le retrouve dans Virgile, dans Ovide, ou même dans Tite-Live, on voit que Jupiter a partie liée avec Rome, qu'il lui a promis un destin. Comme diraient les chrétiens évangéliques, Jupiter a un plan pour Rome, et c'est de lui donner la domination du monde. Les Romains sont le peuple élu. Voilà, il y a une forme de peuple élu. Et donc on se retrouve avec un dieu qui est à la fois juge et partie. Il est juge
du peuple qui est dans son droit et du peuple qui ne l'est pas, mais il est également parti, parce que de toute façon, il a promis le monde à Rome. Il est pour Rome. De toute façon, il est pour Rome. Alors, avec quelque chose de très intéressant, c'est que Jupiter est le dieu des auspices et le dieu qui donne l'auctoritas. Dumézil montre bien que l'auctoritas, qui a donné autorité, c'est le plein de force divine qui permet de remplir une mission. Le général gagne une bataille parce qu'il a l'auctoritas. Bon. Et donc cette auctoritas, elle est donnée par Jupiter, qui est le roi des dieux, le père des dieux, et le dieu du droit, et voilà. Bon. Donc, dans un premier temps, pendant la Rome monarchique, jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, c'est le roi qui a l'auctoritas, et d'ailleurs le roi est prêtre, un rex, initialement, Dumézil le montre bien, ça veut dire prêtre. Et donc le premier prêtre fétial déclarant la guerre, au départ c'était le roi, puis il a désigné un prêtre. Bon, avec la disparition de la monarchie et l'apparition de la République, eh bien c'est le Sénat qui va être rempli de l'auctoritas. Et le Sénat, à l'époque, il est réservé aux patriciens. Donc on a une aristocratie qui dit nous seuls avons l'auctoritas, et par contre on a une plèbe, une roture on va dire, qui réclame petit à petit l'égalité des droits. Et donc on va commencer à nommer des consuls plébéiens. Et là, mais Jupiter va pas être content, et les premiers consuls plébéiens connaissent la défaite. Et donc il va falloir trouver d'autres dieux à invoquer, des dieux plébéiens, pour permettre à Rome de retrouver la victoire. Et donc ça va se faire notamment à la fameuse bataille de Véséris en 341 avant Jésus-Christ, où il y a deux consuls, un consul patricien, Manlius, et un consul plébéien, Decius. L'aile commandée par Manlius gagne, mais l'aile commandée par Decius perd, et donc Decius va devoir inventer un nouveau rituel qui va mettre les dieux de la plèbe de son côté et permettre le renversement de la victoire, avec notamment, alors c'est la fameuse très beau rituel de la déditio, où Decius voue au dieu des enfers, au dieu de la terre, et s'étant lui-même maudit, se précipite dans les rangs ennemis, et à ce moment-là, le phénomène se produit, les ennemis sont épouvantés de voir cet être maudit se précipiter dans leur ligne, et donc la déesse qui va se mettre à intervenir à ce moment-là, déesse de la plèbe, c'est la déesse Fortuna. La fortune qui renverse, qui a la réputation donc de renverser la situation lorsqu'elle est compromise. Et donc à ce moment-là, pour être juste, la guerre doit donc impliquer l'intervention de Jupiter, le dieu du patriciat, qui donne l'autorité, mais également l'intervention de la fortune, donc de la déesse plébéienne. Et donc la guerre juste implique, je suis un petit peu long mais c'est très important, la concordia, c'est-à-dire l'unité du corps social. Il faut, pour que Rome continue à gagner ses guerres, que désormais les ordres soient réconciliés, que toute la nation romaine soit réconciliée, qu'il n'y ait plus des aristos qui méprisent des plébéiens. Voilà. Et alors cette guerre qui a cette dimension magique, puis cette dimension religieuse très forte, à un moment donné, vous constatez que se produit une sorte de désenchantement par rapport à la dimension sacrée de la guerre. Et là, c'est une nouvelle vision des choses, où là, ce sont les philosophes qui, inspirés notamment par les philosophes grecs, par les penseurs grecs, alors on a le cas de Cicéron, par exemple, qui se penche sur la question et qui apporte des réponses et des justifications nouvelles. Absolument. Alors, juste, je vais répondre à votre question, mais il y a une petite étape de transition qui est que la dimension religieuse succède une dimension politique, après cette affaire de la Concorde. Donc la plèbe, désormais, va devoir participer au vote de la loi. Donc pour qu'une guerre soit juste, il faut désormais ce qu'on appelle le iusus populi, c'est-à-dire que l'assemblée de la plèbe vote la loi. Sauf que, je vous disais tout à l'heure qu'une guerre juste était une guerre victorieuse, et que donc une guerre injuste était consacrée par une défaite. Et on va avoir en 189 avant Jésus-Christ un scandale qui va se produire, c'est-à-dire que un général romain va mener une guerre contre les Galates, donc, qui sont des Gaulois établis en Asie mineure. Il s'appelle Vulso, il va mener une guerre privée sans avoir reçu l'autorisation, enfin l'ordre du peuple, sans avoir reçu le iusus populi. Et il va gagner cette guerre. Alors là, on n'a respecté aucune procédure, et la guerre est victorieuse. Alors les Romains ne comprennent pas. Vulso est convoqué devant le Sénat, qui dit « Mais comment ?
tu n'as pas demandé l'ordre du peuple, tu n'as pas demandé l'autorisation du Sénat, tu n'as respecté aucun rituel, tu aurais dû perdre. Et la riposte, la réplique, l'argumentation de Vulso, c'est oui, mais les Galates étaient des sous-hommes. Voilà. Et donc, nous les Romains, nous sommes un peuple qui a une majesté, et lorsque nous nous battons contre des gens civilisés, des Grecs, etc., d'ailleurs des gens qui ont vocation à rentrer dans notre empire, eh bien, il faut respecter les règles dans ces cas-là, oui. Mais face aux sous-hommes, les Galates, César aura les mêmes arguments avec les Gaulois, avec les Germains, auparavant s'éclavant avec les Celtibères, enfin avec toute cette racaille, tous les coups sont permis, parce que de toute façon, ils ne méritent que d'être exterminés. Et voilà. Alors c'est là que les philosophes réfléchissent à la question. Et effectivement, alors les philosophes, les Romains, vous le savez, ne sont pas des philosophes. Donc la première ambassade grecque qui est arrivée à Rome, au moment où Rome a conquis la Grèce, enfin a libéré la Grèce des Macédoniens, donc en fait l'a conquise, des philosophes sont arrivés à Rome pour expliquer un petit peu leur affaire, dirigés par un philosophe de la Nouvelle Académie qui s'appelait Carnéade, et Carnéade a commencé d'expliquer aux Romains, il n'y a pas de justice. En fait, c'est la loi du plus fort. Donc vous dites que vos guerres sont justes, mais c'est simplement parce que vous êtes les plus forts. C'est une question de point de vue, chacun voit midi à sa porte. Alors Caton, l'ancien, l'a fait virer, et tous les philosophes grecs ont été interdits de séjour à Rome. Bon, mais néanmoins, la bonne société romaine est allée faire ses études à Athènes. Chaque des Scipions. Voilà, et donc c'est imprégné. Alors, Cicéron a eu le mérite de nous présenter dans différents traités, notamment le De Republica, le De Legibus et le De Officiis, les différentes conceptions qui avaient cours à Rome sur la guerre juste. Alors, il présente effectivement la position de Carnéade. Il n'y a pas de justice, donc la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc Rome gagne ses guerres, c'est un fait. Donc c'est que sa cause est juste. Mais il n'est plus du tout la question de religion ni quoi que ce soit, désenchantement. Bon. Les stoïciens, dont Cicéron se sentait plus proche, donc la pensée avait été diffusée par un certain Panitus de Rhodes, qui avait un certain succès à Rome, disaient la chose suivante. L'humanité forme un tout. Par l'humanité civilisée, parce que sinon il y a les sous-hommes, mais l'humanité civilisée forme un tout. Elle a donc vocation à s'unifier sous la direction du meilleur d'elle-même, et c'est le rôle de Rome que d'unifier l'humanité, digne de subsister, sous sa houlette. Et donc c'est l'intérêt de l'humanité de se soumettre à Rome. Et on va d'ailleurs à ce moment-là préconiser que les peuples se soumettent librement à Rome, c'est ce qu'on appelle la procédure de déditio. Il y a des souverains qui vont commencer à faire don de leur royaume à Rome. Il y a le dernier roi de Pergame qui fait don de son royaume à Rome en 133 avant Jésus-Christ. Il y a le dernier roi numide, etc. Bon, alors voilà. Donc dans l'intérêt des peuples qui veulent avoir accès à la civilisation, il faut se soumettre à Rome. Et donc les guerres de Rome sont toujours justes dans ce cadre-là. On va aussi trouver la pensée d'Aristote, qui explique dans la politique qu'il y a des gens qui sont faits commander, et d'autres qui sont pour commander, et d'autres qui sont faits pour obéir. Et que c'est un service que rendent ceux qui sont faits pour commander à ceux qui sont faits pour obéir, que de les asservir. Parce que quand on est fait pour obéir, on n'est pas autonome. C'est l'ordre du monde. Voilà. Et puis il y a les sophistes. Les sophistes qui disent, voilà, l'ordre du monde, c'est qu'il y a les forts, il y a les faibles. C'est normal que les forts gagnent, ça fait partie de la loi naturelle. Voilà. Donc toute cette fermentation philosophique va permettre de justifier l'évidence de la justesse, de la justice des conquêtes romaines, sachant que tout ça est valable pour les gens civilisés, mais que par contre, pour les barbares, eh bien, tous les coups sont bons, parce que de toute façon, ils sont trop loin, ils sont trop différents, ils ont des mœurs trop bizarres, et cela, il faut juste les exterminer, sans foi ni loi. Et alors, il y a une partie très intéressante de votre ouvrage, c'est celle qui aborde la transition avec la vision chrétienne des choses. Alors, la vision chrétienne de la guerre, d'abord, à l'origine, est-ce que les chrétiens, ils sont non-violents à l'origine? Au départ, oui. La guerre, c'est pas leur truc. Tant que l'Empire est païen et persécute les chrétiens sont, on va dire, dans l'opposition, religieusement. Et on les persécute notamment parce qu'ils sont non-violents et qu'ils refusent le service armé. Bon, donc il y a des auteurs, pendant on va dire les 2 premiers siècles de notre ère, comme il faut dire maintenant, donc la majorité des auteurs chrétiens sont hostiles à toute forme de guerre.
Et puis l'Empire se christianise petit à petit au cours du IIIe siècle. Et là, on va voir quand même des auteurs chrétiens qui vont commencer à dire, mais quand même, cet empire qui permet une diffusion aussi rapide de notre religion, il n'est pas là par hasard. Est-ce que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu des chrétiens, n'avait pas un plan là derrière pour permettre à Rome de gagner ses guerres et de... Bon. Et ce discours va devenir encore plus fort lorsque Rome va se christianiser à partir de Constantin, donc dans le courant du IVe siècle, où là, des auteurs comme Eusèbe de Césarée vont dire l'empire chrétien, l'empire romain, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il continue à se répandre pour conquérir la terre entière et que par la conquête romaine, la terre entière soit chrétienne. Et donc, ils vont continuer, ces auteurs chrétiens, à justifier les victoires de Rome par le plan de Dieu, cette fois-ci c'est le Dieu des chrétiens sur elle, et par l'aide divine, c'est ce qu'on va appeler la théologie de la victoire. Et saint Augustin va venir entériner toute cette évolution. Entériner ou enterrer, si l'on peut dire, parce que saint Augustin, lui, il a un problème à résoudre. C'est qu'il assiste à l'effondrement de Rome. Voilà. Hein, voilà. Donc, entre 378, avec la défaite d'Andrinople, 410, la prise de Rome, là, il y a quelques décennies où tout s'effondre d'un coup. Or, c'est en 395 que Théodose proscrit les cultes païens à Rome. Donc, les païens ont le beau jeu de dire, mais regardez, c'est au moment précis où le christianisme s'impose dans l'Empire, que Rome est prise. Donc, chrétiens, expliquez-vous. Et c'est là qu'Augustin va essayer d'analyser tout ça, et alors avec un regard chrétien, en disant, mais finalement, le Dieu des chrétiens, certes, a voulu, Augustin le reprend à son idée, a voulu l'Empire romain, et il a actionné les dieux romains, et c'est très intéressant de voir que saint Augustin ne conteste pas l'existence des dieux païens, mais il dit simplement que ce sont des mauvais esprits, des mauvais génies, que notre Dieu a actionné pour permettre la création de l'Empire, mais le Dieu des chrétiens peut vouloir, dans l'intérêt du juste, que le juste souffre, qu'il perde, confère Job sur ton tas de fumier. Et il peut même, le Dieu des chrétiens, vouloir que le juste subisse le martyre. Et donc saint Augustin va dissocier le lien qui existait, va défaire le lien qui existait entre la justice de la guerre et la victoire. Alors ensuite, vous développez les suites de tout cela en posant la question de la guerre juste confrontée à la guerre sainte. Tout cela, ça fait la matière d'un ouvrage absolument passionnant que je recommande à nos auditeurs. Je rappelle son titre, Bellum Justum, aux origines de la conception occidentale de la guerre, aux éditions Apopsix. Merci Jean-François Choulin. Merci.